OK. Bonjour à tous et à toutes. Welcome everyone to a special CITF. Bonjour tout le monde à ce séminaire du GTIC sur la banque de données du GTIC. Je m'appelle Dr. Tim Habbins et je serai votre animateur aujourd'hui. Je suis le directeur administratif du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 ainsi que professeur, directeur et vice-doyen de l'École de santé des populations et de santé mondiale de l'Université McGill. Avant de commencer, on m'a demandé de partager quelques instructions car nous offrons une interprétation simultanée en français et nous aurons une période de questions bilingue. Au séminaire sur la banque des données du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Mon nom est Dr. Tim Evans et je serai votre modérateur aujourd'hui. Avant de commencer, on m'a demandé de partager quelques instructions car nous offrons une traduction simultanée en français et nous aurons une période de questions et réponses bilingues. At the bottom of your Zoom screen, Au bas de votre écran Zoom, vous verrez l'icône d'un globe terrestre. Choisissez Off si vous êtes bilingue et que vous souhaitez uniquement entendre le flux en direct. Pour les participants anglophones, vous devez sélectionner l'option English, anglais, afin d'entendre l'intégralité de l'événement en anglais. La présentation sera en anglais, mais la période de questions sera bilingue. Au bas de votre écran Zoom, vous verrez l'icône d'un globe. Choisissez Off et si vous êtes bilingue et que vous souhaitez entendre le discours en direct. Participants francophones, sélectionnez l'option French afin de pouvoir d'écouter l'événement en français. La présentation sera en anglais, mais la période de questions et réponses sera bilingue. Veuillez sélectionner votre langue préférée maintenant. Please go ahead and select Veuillez sélectionner votre langue préférée maintenant. OK, we'll move now to the land Très bien. acknowledgement. Maintenant, la reconnaissance du territoire. J'aimerais reconnaître que nous nous adressons à vous de notre lieu de travail à l'Université McGill, qui se trouve sur des terres qui ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous tenons à remercier les divers peuples autochtones dont la présence marque ce territoire où les peuples du monde se réunissent maintenant. Quelques mots sur le GTIC qui a été établi il y a 3 ans, en avril 2020, un mois après le début de la pandémie. Le mandat est de catalyser, de soutenir, financer et harmoniser les connaissances sur l'immunité au SARS-CoV-2 afin d'éclairer les décideurs fédéraux, provinciaux et territoriaux dans leurs efforts pour protéger les Canadiens et limiter les répercussions de la pandémie de COVID-19. À ce jour, nous avons financé près de 120 études, en fait 119. Elles sont réparties un peu partout au Canada, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Depuis le début, le GTIC a un mandat de partage des données. Dans nos principes directeurs, nous avons tenté d'établir une éthique. On parle de mettre une collecte rigoureuse et le partage rapide des données au service des Canadiens et de l'intérêt public, plutôt qu'à celui d'intérêts privés ou de groupes précis. Il me fait plaisir de vous présenter Dr. David Buckridge, qui est le responsable scientifique, gestion et analyse des données, secrétariat du GTIC, aussi professeur à l'École de santé des populations et de santé mondiale, Université McGill. David? Merci beaucoup, Tim. C'est un plaisir pour moi de vous parler du travail que nous avons fait sur la banque de données. J'aimerais commencer par dire certaines choses sur les principales caractéristiques de cette banque de données. Pourquoi elle est importante? Je crois que ça en revient à ces 3 catégories. La vaste portée de la banque de données, le contenu précieux de la banque de données et
le cadre rigoureux de gouvernance des données. Alors, sa portée, Tim l'a mentionné, il y a plus de 70 études à venir dans la banque de données. Ces études ont été menées vraiment partout au pays pendant la durée de la pandémie. Encore plus important, dans de multiples populations. Il y a des études qui ont échantillonné les populations, non pas selon l'état de la maladie. On n'a pas mis l'accent sur des corps de maladie ou la maladie grave. C'est une vaste perspective à travers le pays. Le contenu, comme je l'ai dit, est très précieux sur le plan scientifique. Il y a des agrégats statistiques, mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur les données au niveau individuel. Il s'agit de données auto-déclarées, parfois extraites de bases de données. Aussi, il y a des mesures de laboratoire. De plus, ces données sont très bien décrites avec des métadonnées. C'est recueilli de façon cohérente lorsque c'est possible. Aussi, nous essayons d'harmoniser les choses à travers plusieurs ensembles de données. Ainsi, la comparaison est facile. Fondamentalement, pourquoi pouvons-nous mener ce partage de données de la sorte? Nous avons établi un cadre rigoureux de gouvernance des données où nous essayons de faire en sorte que toutes les études aient les mêmes éléments de consentement commun en ce qui concerne quel est le type de consentement à obtenir des participants et aussi établissement de mécanismes explicites de partage des données et la supervision. Je vais vous en parler aujourd'hui. Voilà les trois choses, à savoir pourquoi c'est vraiment une ressource de recherche exceptionnelle. Alors, ça portait le contenu et le cadre rigoureux de gouvernance. Alors, les types de données, j'ai déjà fait allusion à ces trois types de données, mais pour que ce soit clair, il y a ce qui s'appelle des métadonnées, des données sur des données. Chaque étude incluse dans la banque de données, chaque étude que nous avons financée a été cataloguée avec précision en collaboration avec Maelstrom Research, la plaide d'Isabelle Fortier. Alors, on peut décrire diverses études, des études populationnelles, les variables clés, la cueillette de données. Voilà le premier type de données, donc une description riche de ce qu'il y a dans la banque de données. Deuxièmement, ces agrégats statistiques. Les dossiers individuels d'études ont été résumés d'une façon ou d'une autre. Il s'agit de résultats anonymisés. Le risque de réidentification est très faible pour ces ensembles de données. De façon générale, nous les offrons librement. C'est sur notre site Web. Certaines de ces données sont déjà en accès libre sur notre site Web. Sous la forme d'estimation de la séroprévalence, cela forme le fondement de bien des analyses et du partage d'informations que nous faisons avec divers décideurs. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le troisième type de données, les données au niveau individuel qui sont partagées avec le secrétariat de GTIC de façon dépersonnalisée. Donc, les identifiants directs sont remplacés par un code dans ces dossiers qui sont partagés avec le GTIC. Comme ces données sont obtenues d'individus, il pourrait y avoir identification. Nous avons un accès restreint. Je vais vous en parler dans quelques diapos. Alors voilà les trois types de données, les métadonnées, les agrégats et les données au niveau individuel. Ce sur quoi je veux mettre l'accent pour le plus gros de cette présentation. Cette carte ressemble à celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Il s'agit d'un sous-ensemble de 70 études où il y a partage de données avec la banque de données. C'est partout au pays. La distribution est similaire à ce qui a été présenté auparavant, donc les études financées par le GTIC. Ici, on voit une perspective intéressante sur les diverses populations que j'ai mentionnées précédemment et qui sont incluses dans la banque de données. Il y a deux diagrammes à secteur, au centre les catégories plus générales, autour les catégories plus spécifiques. La taille des tranches correspond au nombre d'études qui incluent ces populations. La plus grande tranche, c'est pour la population générale, donc les études sur la population générale, mais il y a aussi de nombreuses études sur les groupes professionnels, les groupes à risque plus élevés, en fonction de leur état de santé, les travailleurs de la santé, la population pédiatrique. Alors voilà, c'est un échantillonnage au sein d'un grand type de population partout au pays. Maintenant, les variables. Il s'agit de dossiers individuels très détaillés. Il y a des données dans ces trois domaines. À gauche, caractéristiques démographiques et antécédents de santé, antécédents liés à la COVID-19 et mesures en laboratoire. Ce ne sont pas toutes les études qui sont en mesure de recueillir toutes ces variables, mais la vaste majorité, oui. Comme je l'ai mentionné, nous avons créé ce qui s'appelle des éléments de données communs. Chacune de ces variables a un format préféré en matière de collecte et une définition claire en matière de sa signification pour faciliter la collecte cohérente des données dans toutes les études. Toutefois, malgré les
meilleurs efforts qui sont déployés, parfois ce n'est pas possible de toujours recueillir les mêmes variables exactement de la même façon dans toutes les études. Par conséquent, il y a un processus d'harmonisation qui entre en jeu. Comme on le voit, il y a des données individuelles. L'équipe va cartographier les diverses variables, va les mettre en correspondance avec ces éléments de données. Comme si la correspondance n'est pas parfaite, on songe à harmoniser à travers un groupe d'études, un ensemble d'études pour qu'il y ait cohérence dans la façon de colléger ces données. Je vais y revenir plus tard. C'est un processus qui ajoute encore plus de valeur à cette banque de données en créant des ensembles de données résumés qui présentent les variables de façon très commune. Où en sommes-nous? Quelle est l'évolution de la banque de données? Eh bien, à peu près 70 études à venir on partagera avec le secrétariat du GTIC qui seront dans la banque de données. Il y en a 39 maintenant qui sont dotés d'accords de partage de données avec des établissements, des chercheurs. Donc, il y a l'Université McGill qui agit au nom de tout cela. 14 de ces études ont partagé des données avec nous. Vous pouvez voir les chiffres. Presque 50 000 participants dans ces études. Le nombre grandit au fil des études et il y a 4 études harmonisées à partir des 14 études aux données partagées. Les chiffres en haut vont continuer à croître au fil de ce processus. Et nous sommes en position d'ajouter environ 1 à 2 études par semaine à tout cela. Maintenant, les 14 études. Alors, pour vous donner une idée, il y a 7 études longitudinales, 10 sont axées sur la séroprévalence. Il y a 3 études multi-provinces. Il s'agit d'études sur la population générale, mais il y a un certain nombre d'autres groupes qui ont été inclus dans ces études, y compris des groupes professionnels, population pédiatrique aussi. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'accès aux données au niveau individuel dans la banque de données. Tout d'abord, je vais vous brosser un portrait de la façon dont vous pouvez utiliser le portail d'accès aux données. C'est important, comme je l'ai mentionné précédemment, de comprendre le processus de gouvernance qui nous permet de partager ces données si largement. Tout cela commence par à gauche avec l'étude financière par le GT ici. Alors, il faut s'assurer que les chercheurs aient obtenu un consentement éclairé approprié leur permettant de partager les données de l'étude avec le secrétariat du GTIC et que les gens ont aussi permis qu'on nous partagions ces données plus à fond par un mécanisme que je vais décrire. Dans certains cas, lorsqu'il y a des données extraites d'une banque de données existante, notre comité de recherche peut offrir une renonciation à ce consentement, mais il faut avoir soit ce consentement ou une renonciation qui permettra le partage de données que nous souhaitons. Une fois que cela est en place, l'établissement où a été menée l'étude conclut une entente de partage de données avec le secrétariat. Une fois que tout cela est en place, nous avons le fondement éthique et juridique du partage de données, l'ensemble de données partagées avec le secrétaire du GTIC. Et là, l'analyse de gestion se met en branle, examine les données, travaille avec l'équipe de l'étude pour que la qualité soit correcte, que les données enregistrées sont mises en correspondance avec les variables. Ensuite, il y a le processus d'harmonisation que j'ai décrit. Après cela, nous passons à l'environnement où les données peuvent être mises disponibles aux chercheurs externes. Je vais parler du processus plus à fond, mais essentiellement, les chercheurs peuvent parcourir les variables, identifier les données voulues et conclure un accord d'accès aux données avec le secrétariat. Et ensuite, les données sont libérées. Ça peut sembler un peu compliqué, mais c'est un processus qui doit être mis en œuvre pour veiller à véritablement respecter la confidentialité des données pour les participants, pour veiller à respecter tout cela. À travers ce mécanisme, nous pouvons partager ces données pour de plus amples recherches. À quoi est-ce que ça ressemble selon la perspective du chercheur quand il souhaite avoir accès à des données? Alors, à gauche, il y a le demandeur d'accès. Vous allez sur notre site Web qui vous guide vers notre portail d'accès aux données. On peut voir les variables, les études qui sont disponibles sur le site Web, aussi sur le portail. Il faut choisir les variables souhaitées, ensuite remplir un formulaire. Ce formulaire est ensuite envoyé au bureau d'accès aux données. Il y a une validation administrative pour s'assurer que le formulaire est bien complet et à les documents justificatifs. Une fois que la demande est finie, c'est envoyé à un comité d'accès aux données indépendant qui en fait un examen et ensuite l'approuve ou bien refuse et offre des commentaires aux demandeurs sur ce qui serait nécessaire pour que cette demande soit approuvée.
Alors, voilà le processus. J'ai mentionné quelques groupes ici. C'est important de comprendre leur rôle. J'ai parlé du bureau d'accès aux données. C'est lui qui gère tout le processus d'accès en ce qui concerne l'administration du portail, répondre aux questions que les chercheurs ont peut-être lors du processus de demande, ou si le chercheur a des questions spécifiques sur des ensembles de données mm, mm, auxquelles il ne peut pas trouver réponse sur le site Web. Il y a le comité d'accès aux données. C'est un comité indépendant, comme je l'ai mentionné, qui se compose de 5 membres de différents types d'expériences liées à ce que nous faisons ici, qui se rencontrent périodiquement pour revoir les demandes et les approuver, comme je l'ai mentionné, ou indiquer quels sont les renseignements supplémentaires nécessaires pour que ce soit approuvé. Alors voilà pour ces 2 groupes. Ensuite, que font-ils? Qu'est-ce qu'ils évaluent? Qu'est-ce qui doit être là pour que ce soit approuvé? Les documents sont assez légers. Les demandeurs doivent fournir un résumé de la recherche, y compris la justification des variables demandées et les analyses statistiques à réaliser. Ce n'est pas un document long. C'est assez direct. Les détails sont dans le portail. Il doit aussi offrir une preuve d'approbation du projet de recherche par un comité d'éthique de la recherche ou une confirmation de la raison pour laquelle cette approbation n'est pas nécessaire et un CV du chercheur. Qu'est-ce qui est examiné? Eh bien, est-ce que le projet de recherche respecte les principes directeurs du GTIC? Ça doit être assez large, mais ça doit être en adéquation avec ces principes. Le projet de recherche doit être jugé scientifiquement valable et sa portée doit être adéquate. Il doit y avoir une justification expliquant pourquoi ils ont besoin de ces données, de ces ensembles de données. Si les données demandées permettent d'identifier des populations et des communautés autochtones, on demande une justification relative à l'utilisation des variables et on demandera une preuve que cette utilisation est appropriée. Vous pouvez voir la foire en question. Bon, il n'y a pas, c'est sans frais. C'est offert largement pour bien des types de recherches de par le monde. Et combien de temps est-ce que ça prend pour obtenir une approbation? Eh bien, ça dépend de la complexité, mais on essaie d'avoir un délai d'exécution de 2 à 4 semaines. Maintenant, une fois que vous obtenez l'ensemble de données, il y a des conditions d'utilisation. Une fois que vous recevez des dossiers de données individuelles, vous devez conclure un accord d'accès aux données avec le secrétariat qui définira les responsabilités, à savoir comment vous devez maintenir les données quand vous publiez les données. S'il y a certaines obligations à respecter. Alors, c'est important de noter que les données sont offertes pour que les chercheurs y aient accès pour un projet en particulier. Si des changements substantiels au projet, le chercheur doit le dire au GTIC pour que nous puissions mettre à jour les conditions de l'accès. Tout cela est clairement défini dans l'accord de partage de données conclu par le chercheur une fois qu'il reçoit un ensemble de données. Bon, maintenant, allons plus en détail avant de prendre des questions. Comme je l'ai mentionné, l'une des choses principales que nous faisons, c'est de recueillir des métadonnées de façon très structurée sur les études. Il y a 2 façons d'avoir accès à ces données. Peut-être la façon la plus facile pour commencer, c'est d'aller sur le site Web. Si vous allez donc à la banque de données du GTIC, sur le site Web, vous pouvez voir la liste des études qui sont actuellement dans la banque de données. Il y a des données de ces études dans la banque de données. Pour chacune de ces études, vous pouvez cliquer, vous pouvez examiner plus en détail les métadonnées. C'est aussi possible d'avoir accès à des renseignements plus spécifiques sur ce qui est disponible en matière de données harmonisées par le portail. Je vais venir dans un moment, mais ça, c'est un résumé des données individuelles. Alors, le portail du GTIC, vous pourrez faire une demande, vous pourrez examiner les détails de ce qui est disponible en matière d'ensemble de données harmonisées. Voici le processus dans son ensemble pour l'accès aux données. Vous allez sur le portail, vous créez un compte. Ensuite, c'est un petit peu différent selon que vous voulez avoir accès aux données originales des études ou aux données harmonisées à travers plusieurs études. Si vous voulez avoir accès aux ensembles de données harmonisées, eh bien, vous passez de gauche à droite. Si vous voulez avoir accès aux données originales des études, vous créez le compte et vous passez directement à cette étape ici, créer et soumettre une demande d'accès aux données. Peut-être avoir un échange avec l'équipe. Mais pour un accès aux données harmonisées, vous créez le compte. Ensuite, vous pouvez explorer les variables harmonisées. Je vais vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Voici une capture d'écran de notre portail d'accès aux données. Si vous cliquez ici où se trouve en rouge Explore Variables, vous allez voir les variables. Il y a 163 variables disponibles dans cet ensemble de données harmonisées. Tout est énuméré ici. Vous pouvez bien sûr utiliser des filtres de recherche en cliquant ici.
ces filtres apparaissent, ça vous permet d'utiliser des filtres. Si vous êtes intéressé seulement à la population pédiatrique, par exemple, ou à certains types de variables, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez aussi ajouter ces variables. Bon, je ne parlerai pas de ce processus pour le moment, mais une fois que vous avez identifié les variables, vous pouvez les choisir, les ajouter à un panier, tout comme si vous faisiez votre magasinage de Noël. Et vous pouvez créer vous pouvez soumettre votre demande d'accès. Voilà un exemple. On peut voir que quelqu'un a ajouté 23 variables au panier. Maintenant, la personne va ouvrir la demande. Cela transporte cette liste de variables à votre demande d'accès aux données pour remplir les autres renseignements nécessaires pour cette demande d'accès. Alors voilà pour le résumé. Alors vous passez à travers ces étapes, les unes après les autres sur le portail. Si vous êtes intéressé aux données harmonisées, il faut faire la demande ici. Si vous voulez les données originales des études, vous pouvez créer un compte, communiquer avec notre équipe et puis on va vous aider pour les étapes subséquentes. Alors cela résume ce qu'est la banque de données, quels sont les enjeux en matière d'accès et comment utiliser le portail d'accès aux données. Avant que je ne repasse la parole à Tim qui commencera la période de questions, j'aimerais prendre un moment pour remercier quelques personnes qui ont joué un rôle essentiel ici. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les équipes de recherche financière par le GTIC qui ont partagé des données jusqu'à aujourd'hui avec notre banque de données. C'est grâce à eux que c'est possible de faire ce partage de données, de faire de plus amples recherches. Alors, j'aimerais remercier tous ces chercheurs qui ont respecté ces principes directeurs mentionnés par Tim plus tôt. Je reconnais aussi les efforts et l'expertise de l'équipe d'Isabelle Fortier. Ces personnes ont été très utiles pour le catalogage, pour l'harmonisation aussi. Ils ont joué un rôle essentiel pour concrétiser cette banque de données. Finalement, j'aimerais reconnaître Alexandra Grenier et Nancy Valenti du Centre de génomique et de politique qui nous ont vraiment aidés à mettre en œuvre un cadre de gouvernance des données solide. Alors, le fondement éthique et juridique pour cette banque de données. Sur ce, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, David, Merci de cette présentation très claire. Merci à tout le monde qui a travaillé si fort pour créer tout cela. C'est vraiment très emballant. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Alors, commençons. J'aimerais encourager les gens à rester dans la langue de votre choix et poser vos questions dans la section questions et réponses ci-dessous. Si vous n'avez pas encore fait, nous ferons de notre mieux pour répondre au plus grand nombre possible de questions. J'aimerais aussi accueillir 3 autres membres de l'équipe données et analyse du GTIC qui aideront David pour répondre à vos questions. Il s'agit de Dr. Tanya Murphy, responsable des données, et les adjoints de recherche Hannah Swale et Ahmed Mustafa Ahmed. Alors, merci à vous 3 de vous joindre à nous aux côtés de David. Nous avons une question dans le clavardage. Je vais en faire la lecture. Merci à M. Jean-François Boivin. Quelles sont les obligations des chercheurs relativement à l'accès libre, avoir accès aux analyses qu'ils ont menées avec les données du GTIC? David, vous devez allumer votre micro. Oui, c'est mieux. Merci, Jean-François. Donc, les obligations des chercheurs en ce qui concerne l'accès libre aux résultats des analyses qu'ils ont menées. Je présume, Jean-François, que vous parlez d'une situation où quelqu'un reçoit un ensemble de données de la banque de données et réalise des recherches. Est-ce qu'ils ont des obligations en matière de publication? Eh bien, il n'y a pas d'exigence s'ils retournent les résultats qu'ils produisent. L'ensemble de données est fourni à un chercheur externe par le mécanisme d'accès aux données, par le mécanisme que j'ai décrit. Et ensuite, il y a certaines obligations en ce qui concerne la citation du groupe de travail dans leur publication. C'est un document de marque qui inclut
tous les chercheurs qui ont inclus des données dans la banque de données. C'est comme ça que les chercheurs sont cités aussi. Et c'est comme ça que j'ai ici cité aussi. Mais vous demandez s'il y a de plus en plus d'obligations pour les chercheurs de rendre leurs données subséquentes disponibles. Il n'y a pas de telles obligations, mais nous allons accepter des résultats dérivés, oui, si cela est pertinent pour favoriser l'évolution de la banque de données. Si ce n'est pas là votre question, écoutez, remettez votre question dans la boîte de clavardage et nous éclaircirons. Merci, David. Est-ce que d'autres membres de l'équipe aimeraient commenter cette question? Bon, il y a une question de Angela Crowley qui dit « Merci de cette présentation, beau travail. Quels sont les plans à long terme quant au maintien de cette ressource de données? » Je peux répondre aussi. Eh bien, au début de la pandémie, je parlais à des gens, on analysait des données de la pandémie de 1918 et on en dérivait encore des connaissances. Alors, je crois que ce que nous avons fait, c'est de créer une ressource avec grand soin. Et un élément clé du consentement, c'est que ces données puissent être maintenues indéfiniment. Alors, nous n'avons, bon, il y a des exceptions pour certains ensembles de données, mais pour la vaste majorité des ensembles de données dans la banque de données, il n'y a pas de limite de temps. Ça a été structuré à dessein comme cela. Bon, il faut des ressources pour continuer à exploiter la banque de données. On a encore une autre année pour amener des données dans la banque de données. Il y aura besoin de ressources pour maintenir l'accès à la banque de données, mais en une moindre mesure, il y a des mécanismes spécifiques. Bon, je ne peux pas voir loin dans l'avenir, mais l'intention, c'est de maintenir cette banque de données pour y envoyer toutes les données et maintenir l'accès le plus longtemps possible, bon, tant et aussi longtemps que c'est utile pour les chercheurs. Très bien. Peut-être que je pourrais ajouter à cela. Bon, dans le cadre du groupe de travail avec l'Agence santé publique du Canada, c'est de conserver ce que nous appelons un bien public. Alors, nous voulons veiller à ce que cela soit durable, de sorte à ce que ça puisse être accessible aux gens. Il y a une autre question. Je crois que c'est de Dr. Tanya Murphy, adressée aux panélistes. Y a-t-il une obligation de faire en sorte que les publications soient en libre accès, donc pas derrière une passerelle payante? Ah, je crois que, bon, à l'heure actuelle, personne ne doit offrir leur publication en accès libre, mais ça devient rapidement la norme pour les chercheurs au Canada. Parfois, c'est un obstacle financier pour certains chercheurs. Alors, on ne voulait pas que ce soit une exigence officielle, mais on l'encourage. Et je crois que de plus en plus, ça sera une exigence pour la plupart des recherches financées par le public au Canada, le secteur public au Canada. Il y a une question de Dr. Upton Allen. La question est la suivante. Est-ce que la banque de données sera accessible aux chercheurs internationaux? Le cas échéant, y a-t-il des conditions rattachées à cela? C'est facile d'y répondre. Oui et non. Alors, oui, les données sont accessibles aux chercheurs internationaux. Il n'y a pas de limite à cela. Ils doivent répondre aux mêmes critères que les autres chercheurs. Donc, il doit y avoir approbation d'un comité d'éthique de la recherche. Ils doivent passer à travers toutes les étapes. Mais la banque de données elle-même, pour que ce soit clair, doit résider au Canada. C'est l'une des conditions de la gouvernance de la banque de données. Les demandes de recherche, toutefois, peuvent venir des chercheurs de par le monde et nous allons leur donner l'accès à ces données s'ils répondent à toutes les exigences. Très bien. Et il n'y a pas de coût associé à cela. À l'heure actuelle, il n'y a pas de coût associé, c'est juste. Donc, il y a le volet bien public ici qui est renforcé au-delà des frontières du Canada. Très bien. Il y a une autre question de Ryan Caron. Tout d'abord, il fait un commentaire, il dit que c'est une excellente ressource. Bon, sa question concerne le mécanisme de partage de données. Une fois que la demande est approuvée par le comité d'accès aux données,
quels outils, quelles méthodes sont utilisées pour que le chercheur ait accès aux données une fois approuvées, qu'il puisse les télécharger? Alors, très bonne question, Ryan. Bon, ça n'apparaît pas nulle part, alors il n'a rien manqué. Lorsqu'il y a, à l'heure actuelle, la stratégie actuelle, essentiellement, nous avons un système de partage de fichiers qui réside à McGill. Alors, il y a des comptes sur cette infrastructure. Les demandeurs ont accès avec un identifiant aux bases de données et peuvent les télécharger. Toutefois, nous travaillons aussi avec un dépôt de données basé à l'Université de McGill et nous utilisons cela comme mécanisme pour décrire de façon structurée nos ensembles de données ouverts ainsi que chaque ensemble de données d'études et les données harmonisées. Comme cela, comme j'ai mentionné, on peut avoir des identifiants directs ou des URL persistants pour chaque ensemble de données que nous créons, que nous partageons. Et toutes les métadonnées peuvent y être insérées aussi de façon très structurée pour faciliter la découvrabilité des ensembles de données individuelles et harmonisées. À l'heure actuelle, cette capacité de mettre des données, il n'y a que des ensembles de données ouverts, mais ça pourrait peut-être être un mécanisme plus tard où on pourrait faire en sorte que les ensembles de données restreints soient accessibles par ce mécanisme. Mais pour le moment, il n'y a que des métadonnées dans un cadre ouvert dans le dépôt. Et les données structurées sont maintenues dans notre système d'information ici. Comme je l'ai mentionné, on l'utilisera, ce mécanisme de partage de données sur le web pour que les chercheurs aient accès aux ensembles de données. Vide. Oui, ajouter quelque chose, Tania. Des renseignements un peu plus pragmatiques. Nous pouvons préparer un fichier de données téléchargeable dans le format que vous souhaitez, un logiciel statistique standard, et vous recevriez un dictionnaire de données connexe. Très bien. Merci, Tania. Alors, les questions s'ajoutent, et je peux dire par la nature des questions que nous avons suscité l'intérêt des gens, car les questions deviennent de plus en plus techniques. Alors, de Sahar Sahib, merci de cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation quant au temps que prendrait le processus de la soumission jusqu'à l'accès aux données? Et je me demandais si on devrait répondre à la question de Mme Crowley, elle est similaire. Oui, la question d'Angela aussi. Pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire le processus contractuel en place pour faciliter ce partage de données? Ça prendra combien de temps pour négocier un contrat pour la libération des données? Est-ce que c'est rapide? Bon, de très bonnes questions. À l'heure actuelle, le comité d'accès aux données prévoit se rencontrer mensuellement. Les revues, les évaluations pourraient se produire plus rapidement, potentiellement. Cela veut dire que nous espérons avoir un délai d'exécution en 4 semaines. Encore une fois, on commence, alors soyez indulgents avec nous au début, mais l'idée, c'est qu'on veut que ce soit un processus assez simple. Une fois que le dossier est prêt, une fois que tout le matériel pertinent y est, ça peut être évalué par le comité d'accès aux données en fonction des critères mentionnés précédemment et il faut aussi extraire les ensembles de données. Et comme Angela l'a demandé, il faut créer des ententes de partage de données. Toutes ces choses peuvent se produire en parallèle. Alors que la demande est faite, notre équipe va examiner la demande, va préparer les ensembles de données. Comme ça, c'est prêt à partir une fois que le comité d'accès aux données l'approuve. En ce qui concerne les ententes de partage de données, eh bien, on a un accord très standard qui est préparé, qui est en place pour les chercheurs qui obtiennent un ensemble de données de la banque de données. On n'anticipe pas beaucoup de changements dans ces accords de partage de données parce que les conditions, ce sont celles-là. Alors, on ne s'attend pas à beaucoup de négociations entre le GTIC et les établissements de chercheurs. On verra, mais dans d'autres exemples de telles banques de données, c'est comme ça que ça se faisait. On est optimiste. Il y en a qui ont fait des banques de données similaires et puis ils peuvent permettre un accès en une question de semaine. Alors, c'est
l'échéancier que nous sommes fixés. Alors, 2 à 4 semaines. D'accord, très bien. Il y a une autre question de Jennifer Taher. Comment est-ce que la description des questions de recherche et de l'analyse de recherche seront contrôlées? En d'autres termes, 2 chercheurs indépendants posent la même question avec les ensembles de données. S'il y a 2 ensembles de données, les questions sont les mêmes. Comment est-ce que c'est géré? Je vais répondre, bon, ce n'est pas à nous de gérer cela. Je crois que c'est aux chercheurs de savoir ce qui a été fait, de connaître les questions de recherche. Peut-être que ça pourrait être valable de reproduire des résultats qui ont été faits par le passé pour faire la même analyse, pour voir si on peut obtenir les mêmes résultats. C'est mieux de le savoir en toute connaissance de cause. Nous n'avons pas de mécanisme formel pour contrôler les questions de recherche. C'est à la communauté de recherche de poser les questions qu'ils souhaitent dans les données. Toutefois, nous encourageons le réseautage. Et pour toutes nos études, là, bon, quand quelqu'un fait une demande de recherche, on ne retourne pas aux chercheurs d'origine. On les avise toutefois que les données sont partagées et leurs coordonnées de contact sont disponibles aussi dans le catalogage des études. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation pour ces chercheurs individuels de répondre à des questions ou d'engager des recherches avec quelqu'un d'autre, je crois qu'il y en a qui seraient peut-être intéressés de savoir qu'il y en a qui font des recherches subséquentes à l'aide de leurs données. Donc, on essaie de faire ça parier les gens. On va savoir qui sont les chercheurs et puis les gens peuvent se contacter et voilà. Alors, la réponse courte que j'entends, David, c'est que vous pouvez avoir de multiples ensembles de données qui répondent à la même question dans la banque de données. Donc, les gens peuvent en faire le suivi. Tania, vous voulez intervenir? Oui. Pour dire qu'il y a un onglet dans le portail qui concerne les projets approuvés. Alors, vous pourriez parcourir cet onglet. Il n'y a pas encore de projet approuvé, mais au fil de leur approbation, ils seront affichés là. Très bien. So I have a note to organizers from Angela. Bon, une note aux organisateurs d'Angela Crowley, peut-être que vous pourriez envisager les données universelles et les ententes sur le matériel biologique que CoverNet a utilisé. Ça a été approuvé par un grand nombre d'établissements au Canada après un processus de consultation important. Ça me fera plaisir de partager ça avec vous. Orling, c'est maintenant un MTA non négociable pour les établissements. Alors, voilà ce que nous avons mis en œuvre. On utilise, c'est rapide, on le partage avec les fournisseurs, les récipiendaires de données. Merci, Angela. Est-ce que quelqu'un aimerait commenter? Écoutez, je suis très impressionné. Beau travail, Angela et CoverNet. Je serais ravie de voir ça, Angela. Nous avons créé une entente de partage de données similaire. Nous avons eu beaucoup d'expérience avec ces 70 quelques études que nous avons, mais nous sommes toujours ravis de profiter de ce type de travail. Alors, merci beaucoup, Angela. Il y a une autre question. À quel point les données sont récentes dans la banque de données et à quelle vitesse croyez-vous pouvoir ajouter de nouvelles données? Comme je l'ai mentionné au début, les données recueillies dans la banque de données, écoutez, les premières études ont commencé au début de la pandémie et sont poursuivies tout le long. Nous avons des données qui vont de début 2020. Les gens sont encore en train de recueillir des données aujourd'hui. Alors voilà, il y a des données encore qui seront versées dans la banque de données. Donc, avoir des données supplémentaires, comme je l'ai mentionné, nous avons 39 ententes de partage de données à l'heure actuelle d'environ 70 études. On continue à en faire de ces ententes de partage de données. Il y a un processus, comme je l'ai mentionné, une fois que l'entente de partage de données est en place. Bon, il y a le transfert de l'ensemble de données de l'établissement d'études au GTIC. Il y a une étape de traitement de données ensuite et finalement l'harmonisation. Bon, on peut faire cela en parallèle. Nous avons un certain nombre d'études en cours. Nous en ajoutons 1 à 2 études par semaine. Voilà quelle est la disponibilité. Ça dépend de la vitesse à laquelle les différentes équipes d'études peuvent travailler avec nous. Mais dans la plupart des cas, il y a eu beaucoup de collaboration.
Les gens travaillent très fort pour que ça se concrétise. Alors, voilà quel est le rythme. À ce rythme-là, on devrait avoir les 70 études dans moins d'un an. C'est notre rythme actuel. J'aimerais ajouter quelque chose sur la nature récente des données. Comme nous obtenons les données après que l'équipe d'origine a eu le temps de les traiter, il y a un certain retard. Il faut leur donner du temps. Il faut avoir la documentation aussi. Mais quand de nouvelles données, de nouvelles études ou des mesures de laboratoire recueillies régulièrement s'amènent une fois que le processus est plus régulier, alors on s'attend à ce que ces données soient plus récentes. Mais vous savez, il y a de nouvelles données qui s'amènent, mais il y a un retard entre les études, la collecte de données, le moment où c'est prêt, quand les équipes des études sont prêtes. Oui, c'est un bon point que vous soulevez là, Tania. On n'attend pas que toute l'étude soit terminée, particulièrement pour les longues études longitudinales. Il y a des vagues de collecte de données. On leur demande de partager les données. Une fois qu'ils ont terminé la collecte de données pour une vague, on s'assure de la qualité des données et là, on leur demande de partager les données avec nous. Très bien. Il y a une autre question. Alors, à quel point le processus d'évaluation des données est-il strict? Je ne suis pas certaine du processus auquel il est fait allusion là. Est-ce qu'on parle de la qualité des données quand les données s'amènent au départ? Ça, c'est très strict. Comme je l'ai mentionné, nous avons ces éléments de données principaux. On travaille très fort pour s'assurer qu'on peut aligner toutes les variables avec ces éléments de données essentiels. Et il y a beaucoup de va-et-vient, pour être bien honnête, entre l'équipe de l'étude. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus, Tania? Ou Ahmed? Oui, c'est juste. C'est juste. Ça prend un certain temps pour mettre en correspondance les données avec nos éléments de données essentiels et les mettre sur le portail en tant qu'ensemble de données harmonisées. Je crois que vous avez mentionné précédemment que ça prend à peu près 3 semaines avec le va-et-vient. Une fois qu'on lance le processus, que l'étude vous donne accès à leurs ensembles de données et qu'on essaie d'aboutir au format final dont la qualité nous plaît. Écoutez, oui, c'est à peu près 3 semaines. Et comme Tania l'a dit, après les visites de suivi, habituellement, c'est plus facile une fois qu'on a établi un flux de travail avec l'équipe de l'étude. Il y a aussi la documentation des données. Nous souhaitons que ça soit bien documenté. Comme ça, quand les gens ont des questions, vous savez, par exemple, les examinateurs des articles, les renseignements seront là. Très bien. Il y a une question sur le processus d'évaluation des données. En fait, on faisait référence spécifiquement au comité d'accès aux données. Ah bon, merci Tim. Je peux répondre à cette question aussi. Alors, vous avez une réponse en prime. Alors, c'est énoncé clairement dans notre politique d'accès aux données. Il y a une série de points que j'ai résumés dans le diaporama. Le comité d'accès aux données doit les suivre. Essentiellement, cela concerne, est-ce que la recherche est en adéquation avec la mission, les objectifs du GTIC? Est-ce que c'est scientifiquement valable? Est-ce qu'il y a approbation du CER? Est-ce que l'équipe est en place pour faire le travail? Il y a des questions spécifiques aussi, comme je l'ai mentionné relativement, à savoir si le demandeur demande un certain type de variable qui pourrait identifier des communautés autochtones. Il y a alors une évaluation plus approfondie. Le comité d'accès aux données n'est pas comme un comité d'examen par les pairs scientifiques, ne va pas examiner toutes les demandes dans le détail, mais plutôt il suit cette liste de vérification pour s'assurer que c'est une recherche adéquate qui a été menée par un groupe de recherche qui a les bonnes approbations du CER, la teneur nécessaire. Alors, on s'assure que tout cela est en place. Alors, voilà pourquoi le délai d'exécution peut être assez rapide. C'est un modèle qui a été mis en œuvre par le passé. Nous ne sommes pas les premiers à l'utiliser, quoique c'est quand même novateur à cette échelle, dans cette portée dans notre banque de données. Il y a une autre question de Alice Litosh.
Est-ce que chaque équipe d'études va avoir son propre portail pour partager les données avec le GTIC? Quel sera le processus? Bonne question. Bon, il y a un système de partage de données sur le web qui réside à McGill. Nous l'avons mis en place d'abord pour interagir avec les équipes d'études. C'est le même mécanisme que nous utilisons pour que les études transmettent des données au GTIC, déposent les données dans la banque de données. Chaque équipe reçoit un compte avec les identifiants. C'est comme Dropbox, vous savez, ou OneDrive. C'est un logiciel différent. Essentiellement, ils reçoivent leur propre compte et ils peuvent téléverser leur ensemble de données. S'il y a, par exemple, des questions, il peut mettre un nouvel ensemble de données pour voir où il y a eu des modifications. Alors, on peut avoir un échange comme cela. Quand les études sont prêtes à partager leurs données avec la banque de données du groupe de travail et qu'il y a cet entente de partage de données, comme je l'ai mentionné plus tôt, alors on leur donne les identifiants et ils peuvent téléverser l'ensemble de données dans cet environnement pour nous. Très bien. Bon, question de suivi de Alice. Merci de cette réponse. Elle demande, est-ce qu'il y a une limite au nombre de données que nous pouvons soumettre en une fois? Pas vraiment. Ça n'a pas été un problème. Ces ensembles de données ne sont pas si gros parce que nous n'avons pas de données génomiques, de données d'imagerie, et ainsi de suite. Alors, en théorie, je présume qu'il y a une taille limite dans le système de partage de données, mais nous n'avons pas rencontré de problème. Si vous avez des soucis quant au volume des données, on pourra se parler au préalable, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème. Les études ont téléversé des ensembles de données avec des dizaines de milliers de rangées, des douzaines de variables de large, et il n'y a pas eu de problème. Très bien. Alors, il semble que nous disposions de suffisamment d'espace pour accepter tout ce qui peut être téléversé. Magnifique. Très bien. Est-ce que des membres de l'équipe aimeraient ajouter quelque chose en ce qui concerne la façon d'avoir accès aux données, comment utiliser la banque de données? I have point that hasn't come up. Il y a un point qui n'a pas été soulevé et qui n'est peut-être pas clair dans le portail à l'heure actuelle. Bon, pas de façon électronique dans le logiciel, dans le portail en ligne, pour sélectionner les critères d'inclusion. Bon, vous en feriez la liste, mais ensuite, il faudrait nous rencontrer pour voir quelle serait la taille de l'échantillon éventuel en fonction des critères d'inclusion et d'exclusion. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et nous pourrons commencer à examiner cette question avec vous pendant que vous préparez votre demande. Bon point que vous soulevez là, Tania. Nous n'avons pas encore intégré une fonction pour permettre aux gens d'utiliser ces facteurs d'inclusion et d'exclusion pour permettre aux gens de voir ce qui s'y trouve. Mais vous savez, c'est la même chose pour tout. J'espère que tout cela est compréhensible pour tout le monde, mais il y a une certaine complexité. Si vous avez l'impression que vous ne savez pas où commencer, vous ne savez pas quoi faire ensuite, eh bien, demandez-nous. Ça nous fera plaisir de vous aider au fil de ce processus. Et puis, on apprend là, des défis des gens. C'est plus facile pour les gens qui vous suivent. C'est un processus qui est déjà en œuvre, mais qui va s'améliorer avec le temps. S'il y a des problèmes, écoutez, communiquez avec nous. N'hésitez pas. Très bien. Eh bien, il n'y a plus d'autres questions. On s'approche de la fin. Alors, merci tout le monde de votre présence aujourd'hui. Merci de vos questions excellentes. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les adresser à data@covid19immunitytaskforce.ca. Le diaporama d'aujourd'hui est déjà sur le site web du GTIC à la page des événements dans les deux langues. Un enregistrement de ce webinaire sera disponible d'ici mardi prochain sur cette même page. Veuillez partager ces connaissances avec vos collègues chercheurs et scientifiques. Nous espérons que le contenu de cette banque de données fera progresser la recherche au Canada et de par le monde. Avant de conclure le séminaire aujourd'hui,
j'aimerais vous annoncer le prochain séminaire Résultats et implications de la recherche du GTIC. Vous pouvez le voir à l'écran, qui aura lieu le 25 janvier 2023, donc dans la nouvelle année. Ce séminaire s'intitule « Comment les déterminants sociaux de la santé ont affecté la pandémie de COVID-19 au Canada ». Vous trouverez les liens d'inscription à ce séminaire dans le bulletin du GTIC de la semaine prochaine et dans la revue mensuelle du GTIC. Si vous ne recevez pas encore ces produits, vous pouvez vous abonner via la page d'accueil du groupe de travail qui se trouve au bas de la page ici, COVID-19 Immunity Task Force.ca. Alors, voici comment vous pouvez entrer en contact avec le GTIC ou rester au courant de nos activités. Je vous encourage également à nous suivre sur les médias sociaux. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de votre présence. Merci à nos présentateurs. Merci pour le beau travail de David et de son équipe avec la banque de données. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année et nous avons hâte de vous revoir de nouveau lors d'un séminaire plus tard. Merci.